Bonjour, c'est le live quotidien, 19 h heure française, 18 h heure algérienne. J'espère que la connexion va parce que j'ai eu une tentative de reconnexion tout de suite là. Finalement, là, me dit Dan, bon, ben, ça serait bien qu'il arrive sur le live aussi. Donc, trois petites choses comme d'habitude, puisqu'on a repris un rythme normal là. D'abord, un témoignage ici que j'ai reçu sous le texte Guérir à Oran. En fait, je l'ai reçu il y a un petit moment quand même, mais je ne l'avais pas vu. Puis on parlera un peu des armoiries d'Oran. Alors cette armoirie-là, c'est celle d'après 62. Et celle-ci, là, que je vais essayer de mettre dans le bon sens, c'est celle d'avant 62. On parlera un petit peu de ça et des symboles qu'il y a dessus. Et ensuite, on reviendra un petit peu sur, salut Dan, on reviendra un petit peu sur cette photographie-là de Yves Saint Laurent avec sa mère et sa sœur, et peut-être bien d'ailleurs de l'article de Marie, je vais essayer de bien prononcer son nom, Marie FR Provençal sur son blog, qui pose quelques questions et elle a posté en fait cette photographie là sur son blog. Donc je vais revenir sur tout ça. Alors je commence avec le témoignage que j'ai reçu sous mon article Guérir à Oran. Merci de m'avoir accepté en ami, votre texte m'a d'autant plus ému que je suis dans le même cheminement. Nous avons fait avec mes parents, ma sœur, mon frère, un voyage vers Marie-Christine Ramonino. Je te salue moi aussi, coucou tout le monde. Nous avons fait avec mes parents, ma sœur, mon frère, un voyage vers nos racines en 2006. Ce fut la découverte de leur ville de naissance, Périgueux et Arzeux, en Oranie. Grâce à des amis sur place, on est allé partout, classe d'école, etc. Nous avons tissé des liens avec les gens qui vivent là-bas. On a passé une semaine inoubliable et on est rentré tout chamboulé. Surtout moi, mes parents bien sûr, mais ils avaient fait un premier voyage en 2005, c'est-à-dire l'année d'avant. Salut Dominique. Puis en mai 2014, donc c'est-à-dire 6 et 8 ans plus tard, nouveau voyage, mes parents, mon mari et moi, avec notre œil, des visites des villes alentours, Tlemcen, Boutlélis, Benissaf, Oran bien sûr, Périgueux, Arzeux, toujours des rencontres formidables. Je réfléchis à un troisième voyage. Mon histoire avec ce pays n'est pas terminée. J'ai créé un groupe Facebook pour les Périgolois, c'est-à-dire les habitants de Périgueux. Si vous permettez, je posterai votre texte, évidemment que je permets, il n'y a pas de problème, et je pense que ça a été fait depuis le temps, de toute façon. Alors je trouve que là, quand même, on est avec quelque chose d'assez fort, puisqu'on a quelqu'un qui est allé d'abord avec ses parents, son frère, sa sœur, son frère. Ça veut dire qu'ils y sont d'abord allés en famille, et probablement donc pour voir, pour retrouver des lieux, sachant que les parents eux-mêmes, ils y étaient retournés une première fois l'année précédente. Donc les parents y vont une fois l'année précédente, probablement qu'ils en parlent aux enfants ensuite qui y vont l'année suivante, et ensuite la dame qui fait ce commentaire-là y retourne 8 ans plus tard pour y aller avec son mari. Et elle pense maintenant à en faire un troisième voyage. Salut Martine. Et je pense qu'il y a là-dedans vraiment toute la succession de ce qui peut se faire quand on retourne en Algérie. C'est-à-dire que c'est même mieux, à vrai dire, puisqu'il y a les parents qui y retournent seuls, manifestement, eux. C'est-à-dire qu'ils y ont vécu. Salut Michel. Ils y ont vécu et ils vont y retourner. Et ensuite, ils vont en parler à leurs enfants. Puis, en famille, avec les enfants, ils vont y aller. Et évidemment, ce deuxième voyage, déjà, il se fait en étant très ouvert, puisqu'elle parle des amis qui sont sur place et qui se sont faits. Ils vont aller partout. Puis, elle revient et avec son mari. C'est-à-dire qu'elle transmet ça à son mari qui, je ne sais pas très bien, mais c'est pas dit que ce soit quelqu'un qui soit d'origine pied noir, va y aller pour découvrir l'Algérie. Et pareil, cette fois-ci, elle y va d'un œil un petit peu plus détaché, avec un autre œil, et elle va voir un petit peu partout, les villes alentours, Tlemcen, Boutlélis, etc., etc. Et maintenant, elle songe, voilà, il me semblait bien, c'est ce que j'avais cru voir, Marie-Christine, et je trouve que le trajet est absolument extraordinaire. Donc il faudra que tu me dises un tout petit peu, peut-être ce qui me questionne, c'est tes parents en 2005. Comment est-ce qu'ils décident d'y aller d'eux-mêmes, manifestement. Et apparemment, donc, ils vous en parlent à vous, je ne sais pas, dans l'année 2005, et puis vous décidez d'y aller en famille ensuite en 2006. Puis toi, tu as l'air d'en parler à ton mari
et 8 ans plus tard, vous y retournez, puis il me semble que tu écris que tu y réfléchis encore pour y aller une nouvelle fois. Dans quel but? J'imagine que cette nouvelle fois, c'est vraiment pour le plaisir pur, parce que je pense que tu n'as plus rien de particulier à régler là-bas, donc c'est vraiment du plaisir pur. Et j'allais dire, c'est comme moi, j'y retourne là, maintenant, si j'y retourne en juillet et que j'ai pas trop de soucis pour y retourner, j'y retournerai vraiment pour le plaisir pur et certainement plus pour voir des lieux familiaux ou des choses comme ça, hein. Donc je trouve ce parcours, pour moi, absolument formidable, et je pense qu'il y a plein de monde qui devrait en prendre exemple pour pouvoir faire ce trajet-là, parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'on y retourne, finalement, on est content d'y retourner, puis on y retourne pour des choses différentes de ce qu'on faisait la première fois. Salut Patricia. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce commentaire. Je trouve qu'il y a un très beau trajet, très familial en plus, hein. Alors Marie-Christine me dit, pour mes parents, une opportunité, leur association Pied Noir leur a fait offert 2 places. Ben oui, c'est sûr, mais une opportunité, mine de rien, il faut déjà être prêt mentalement à y aller. Parce que, alors je sais pas quel âge ont tes parents ou quel âge avaient tes parents en 2005, mais ce que je sais, c'est que mes grands-parents à moi, c'était absolument hors de question pour eux de retourner en Algérie. Pour eux, ils avaient vraiment tourné la page, et je pense que pour une grande partie des Pieds Noirs, surtout les anciens, à vrai dire, ils avaient tourné la page complètement, et pour une bonne part d'entre eux, c'était juste interdit dans leur tête, hein, de remettre les pieds en Algérie. Et apparemment, tes parents étaient dans une autre logique, et ils ont décidé, il y avait une opportunité certes, mais ils étaient prêts mentalement à aller poser les pieds en Algérie en tout cas. Donc ça, je trouve que c'est déjà un point de départ qui est important. Et alors qu'en plus derrière, ils vous en parlent à vous et qu'ils décident d'y retourner avec vous pour vous montrer des choses, j'imagine, c'est bien. Et alors que toi derrière, tu amènes ton mari, c'est quand même une drôle de transmission, et que derrière, tu as encore envie d'y aller une troisième fois. Je trouve tout ça assez beau finalement, assez beau, puisque ça démarre des parents et puis ça finit sur des personnes qui ne sont pas directement liées à l'Algérie. Donc, j'en perds ma voix. On attaque avec ça. Dominique, oui, bravo à toute la famille, je crois que c'est rare. Oui, oui, moi aussi, je crois que c'est rare comme trajet en fin de compte, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit être assez exceptionnel. Martine, pas tourner la page, vouloir garder les souvenirs de leur jeunesse intacte. Oui, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que mes grands-parents, mais pour beaucoup, hein, de cette génération-là, mes grands-parents, c'est-à-dire des gens qui étaient nés en 1915-1920, et qui sont donc partis en 62, ils avaient la quarantaine bien passée. Pour eux, je pense qu'ils n'avaient pas envie de gâcher les souvenirs qu'ils avaient de leurs 40 premières années. Donc c'était compliqué d'aller là-bas. Et puis je pense qu'il y avait trop de choses qui s'étaient accumulées en eux et que c'était pas possible. En revanche, pour des gens qui y sont nés là-bas et qui étaient adolescents, je pense que c'était plus faisable, hein. La destruction de certains quartiers peut freiner au retour. Oui, ça aussi. Alors ça, la destruction de la marine, par exemple, ça peut beaucoup freiner. Le fait est que j'ai quand même j'ai vu un reportage sur France 2, je vous le partagerai peut-être demain, je ne sais pas, dans lequel on voyait un retour de personnes pieds noirs, et on voyait quelqu'un qui revenait à la marine, hein. On voyait quelqu'un qui revenait à la marine, et à la marine basse, où il ne restait pas grand-chose. Donc ça lui faisait un petit peu mal au cœur, mais je pense que malgré tout, ça lui faisait du bien de revenir sur les lieux. Même s'il ne restait pas grand-chose, on voyait qu'il avait un peu les larmes aux yeux, qu'il ne reste pas grand-chose, et le fait est que je peux comprendre. Mais, et c'est vrai que dans l'ensemble, il y a des quartiers qui ne sont pas toujours en super état, mais enfin, il y en a quand même qui sont corrects en tout cas, hein. Moi, quand je vais à Choupeau, bon, ben voilà, Choupeau, c'est à peu près correct. Je suis rentré dans l'immeuble de mon père. Alors évidemment, lui, il trouve que c'est pas en super état, mais enfin, bon, après, c'est en état à peu près correct. Moi, quand je suis allé dans l'appartement, dans l'immeuble de ma mère, bon, ben, c'était aussi dans un état correct. Par contre, les ascenseurs, ça, c'est un vrai problème, hein. Les ascenseurs, ils marchent pas tous. Dans l'appartement, dans l'immeuble de ma mère, ils marchaient pas. Donc, mais sinon, après, pour le reste, bon, je pense que ça reste jouable pour pas mal de pieds noirs de retourner sur place, hein, et qu'il y a des quartiers qui tiennent la route correctement, hein. Donc, Michel, ouais, je parlais surtout de la marine. Oui, je comprends ça. La marine, c'est un cas particulier quand même, hein, et surtout la marine basse. Mais à vrai dire, même la marine autour de la place de la Perle, elle est en bon état, mais il faut y aller quand même accompagné, je crois, parce que c'est quand même un quartier
qui est pas forcément très sécurisé. Moi, j'y étais allé avec un groupe de personnes qui m'avaient mené, dont il y avait Oui Oui, mais Oui Oui, elle n'est pas là, je crois. Hein. Et on était une dizaine, une quinzaine. C'était des gens qui connaissaient très bien Sidi El Ouari. Et j'avais pu me promener à l'intérieur en toute sécurité, mais sinon, c'est pas forcément l'endroit le plus sécurisé. J'irai pas forcément tout seul là. En revanche, dans tout le centre-ville, les quartiers et tout ça, j'y vais tout seul, ça me pose pas de problème. Hein. Patricia me dit, j'y suis allé avec mes parents. Je ne le regrette pas du tout. Les gens attendaient mon père, c'était fabuleux. Ouais, alors ça, c'est des expériences que j'ai eues. Alors Patricia, si j'arrive à retrouver ton commentaire que tu as laissé hier ou avant-hier, je lirai ce que tu as écrit. Je vais essayer de le retrouver ce soir et je le lirai demain soir parce que évidemment, il est très très bien ce commentaire. Il permet de voir que on a un accueil d'abord qui est formidable et on voit que toi, évidemment, ça te fait du bien de retrouver les sensations qui étaient là-bas. Donc je trouve que c'est un très beau commentaire. Je vais juste essayer de le retrouver. Donc, je vais essayer de parler quand même des armoiries d'Oran. Ça, c'est l'armoirie qui est après 62. Les armoiries ici, on reconnaît des petites choses. Alors, je vais me prendre un crayon, juste, tac. Un petit crayon, on reconnaît des petites choses ici, là. Notamment un lion qui est ici, deux lions rouges qui sont là, un bateau qui est là. Et je regrette juste de ne pas avoir Oui Oui dans le coin pour me lire ce qu'il y a écrit ici en arabe, évidemment. Alors peut-être que je vais le mettre plus près et qu'elle me dira ça en commentaire si jamais elle voit le live. Même si je sais le fond de ce qu'il y a écrit là-dedans quand même, parce que je l'ai récupéré dans le guide de l'association Bel Horizon. Il faut juste que j'arrive à me trouver où est-ce que c'est écrit toute cette petite chose-là. Voilà, c'est là. Patricia m'a dit, mon père a pu faire son deuil en y retournant. C'est ce que je pense, hein, de toute manière. Je pense qu'il faut vraiment franchir le pas, mais après, ça dépend de la génération. Mais les générations qui sont nées en 40 et 50, comme mon père, comme ma mère, les deux, ils y sont retournés. Et je pense sincèrement que ça leur a fait du bien d'y retourner. Les générations précédentes, celles qui sont de 1920, enfin de 1900, 1915, mais enfin 1915 maintenant ça commence à faire beaucoup, ça fait des centenaires, donc ça fait beaucoup. Mais ceux qui sont de 1920, 1930, et ils n'ont pas forcément envie d'y retourner parce que voilà, ils n'ont pas envie de se gâcher leurs souvenirs bien souvent. Donc je reprends les armoiries. Les armoiries, c'était dans le guide Bel Horizon des monuments historiques et naturels. J'avais vu une toute petite, quelques petites lignes sur les armoiries et sur le sens des armoiries. Ce qu'il y avait donc, c'est deux lions rampants, la queue. Alors, Marie-Christine. Mes parents reviendraient aussi de 39 et 44. Ouais, bah, je pense que c'est la limite, quoi. Le début des années 40, je pense que c'est la limite. Après, tous ceux qui sont dans les années 20 et les années 30, je pense que c'est limite, limite. Les armoiries ne doivent-elles pas être gardées intactes d'habitude? Ben, disons que oui, j'imagine que dans des conditions normales, elles sont gardées intactes, mais quand on voit les armoiries avant 62, je pense qu'on va vite comprendre que c'est pas possible de les garder intactes. Salut Nadine, c'est pas possible de les garder intactes parce qu'il y a des références à la France qui sont beaucoup trop fortes. Donc je vois pas comment l'Algérie aurait pu garder les armoiries d'Oran après 62, ça me paraît juste impossible. Donc, deux lions rampants, la queue léopardée. Hop, ça c'est les deux lions qui sont rampants là, en diagonale. Un lion sous forme de rocher rappelant la montagne du Murjadjo. Bon, c'est le lion en fait, je vous l'ai mis, hop, on va essayer de le mettre à l'endroit tant qu'à faire. C'est le lion qui est en bas à gauche. Alors je ne sais pas trop comment ça va sortir pour vous, mais moi il est en bas à gauche et il est censé représenter la montagne du Murjadjo. Ça me laisse un peu perplexe, mais pourquoi pas après tout. Le lion, de toute façon, on n'a pas trop le choix, c'est Oran, c'est ce que ça signifie. Il y a aussi les deux lions de la mairie, bon, etc., etc. La mer est figurée par le navire, donc ça, c'est la partie qui est ici. Et on retrouvera ça dans les armoiries françaises, puisque Oran est un port et communique avec le monde par son port. La couronne renvoie à la ville fortifiée, donc la couronne qui est en haut renvoie à la ville fortifiée. On continue le rameau d'olivier aux 7 olives, gloire et opulence. Alors les 7 olives, elles sont sur le côté là. Je ne sais pas du tout ce que signifient les 7 olives. J'ai essayé de chercher un peu, j'ai pas vu de référence aux 7 olives.
Donc je ne sais pas très bien. Alors Martine me dit, ils ont bien conservé des références espagnoles dans l'architecture par exemple. Oui, c'est sûr, mais tu sais Martine, j'en ai souvent discuté avec les Algériens, ils n'ont aucun problème avec les Espagnols. Ils n'ont strictement aucun problème avec les Espagnols. Ils ont d'excellentes relations avec l'Espagne. Et même au niveau du peuple, j'allais dire, tous les Espagnols sont toujours les bienvenus. Par contre, il y a évidemment, vis-à-vis de la France, quelque chose qui passe beaucoup moins facilement. Même si, par rapport aux pieds noirs, en revanche, ça passe toujours bien. Donc il faut arriver à saisir presque que il y a une relation avec l'État, avec la France en tant qu'entité, qui, elle, ne veut pas passer, ça c'est sûr. Mais en revanche, si nous, en tant que Français, même Français métropolitains, à vrai dire, je pense, mais encore plus, pieds noirs ou enfants de pieds noirs, on arrive, on n'a aucun problème. Mais de là à ce qu'ils mettent, eux, quelque chose en rapport avec la France dans leurs armoiries, ça me paraît quand même compliqué. Et alors ils mettent ensuite avec une devise en langue arabe, dorée sur ruban rouge. C'est la devise en langue arabe dorée sur ruban rouge que je ne peux pas lire bien évidemment, réfutant l'oppression et rappelant l'hospitalité légendaire d'Oran. Donc voilà, ça ce sont les armoiries actuelles. Je vous ai donné un petit peu tous les symboles. Et puis il y a les armoiries françaises là. Ça c'était sous l'abbé Lambert. Je vous rappelle, il est maire, lui, de 1934 à 1941. Et j'ai récupéré toutes ces informations-là, alors les informations des armoiries françaises, dans le livre de Alfred Salinas, dont j'ai déjà parlé, je crois, qui s'appelle Oran la Joyeuse. Et Alfred Salinas, c'est un historien. Il était journaliste en fait et il travaillait pour l'agence France Presse, mais là il a pris sa retraite et lui, il est, alors en tout cas sa grand-mère est de la marine, de la rue de Joinville. Je l'avais eu une fois en commentaire et par mail aussi, il m'avait expliqué un tout petit peu ça. Sa grand-mère était de l'avenue de Joinville, de la rue de Joinville. Et il connaît, mais alors il connaît tout, hein. Et ce livre-là, c'est ma Bible à moi, c'est une vraie référence. Et alors dedans, il explique un petit peu les armoiries. Et il dit les armoiries d'Oran intégrées dans une même symbolique les références culturelles et historiques de chacune des communautés, réalisées en 1936 sous la municipalité de l'Abbé-Lambert, d'après une peinture ornant à la mairie le plafond de la grande salle du conseil municipal. Elles associaient trois civilisations, trois mémoires collectives, trois moments de l'existence de la cité. Alors ça, je ne suis jamais rentré non plus dans la mairie. Puis c'est pas maintenant que ça va commencer, puisque il y a une réflexion de la mairie qui s'éternise manifestement. Donc quand j'y suis allé, ben, il y était toujours la restauration et j'ai pas pu rentrer dedans. Donc je sais pas comment c'est dedans et je sais même pas si on peut accéder de toute façon au plafond de la grande salle du conseil municipal. Mais apparemment il y avait les armoiries au niveau de ce plafond-là. Et donc ces armoiries-là, elles ont été dessinées au moment de l'abbé Lambert, donc on est en 1936, lui il est maire entre 34 et 41, et ce qu'ils disent dedans, il y a 4 éléments. Alors Salinas met entre parenthèses des injonctions, enfin des injonctions, non, je ne sais pas comment dire ça, il met Santiago Jiménez. Ça veut dire, évidemment, ça fait référence à l'Espagne, 2 tourelles dorées, donc 2 tourelles dorées, et 2 lions d'un rouge étincelant évoquaient l'Espagne des rois catholiques. Donc, Espagne des rois catholiques, on est tout en bas, à droite, là, 2 tourelles et 2 lions. Ça, c'était pour évoquer l'Espagne des rois catholiques. Salut Charo, salut Amine, Oran, quartier Gambetta. Très bien, Gambetta qui vient me dire bonjour aussi, c'est sympa. Donc, en bas à droite, référence à l'Espagne. Puis, Allahu Akbar, une étoile et un croissant sur fond vert qui rappelait la présence de l'islam. Donc ça veut dire quand même que sur les armoiries françaises, il y avait en bas à gauche le croissant et l'étoile de l'islam. 3. Montjoie, Saint-Denis, des fleurs de lys. Alors évidemment, c'est en haut. Les fleurs de lys, c'est ce qu'il y a doré sur fond bleu et c'est symbole de la royauté française évidemment. Des fleurs de lys et un coq gaulois marquaient le lien entre Oran et l'histoire de France. Donc on est là avec les fleurs de lys qui sont en haut et évidemment le coq gaulois qui est ici, là, blanc avec un petit truc jaune sous les pattes, là je ne sais pas ce que c'est. Ensuite, 4. Dans l'un des quartiers de ces armoiries figurait un voilier sur une mer azurée.
voilier sur une mer azurée, on l'a ici. C'est un bateau noir avec une voile blanche. Et c'est quelque chose qu'ils ont gardé manifestement après 62, puisque dans les armoiries actuelles, pareil, on a un bateau, cette fois-ci tout blanc sur fond rouge, pour, dit-il, symbole de la vocation maritime de la ville, c'est-à-dire encore une fois pour le port d'Oran. Oran communiquait avec le monde grâce à son port. Donc, ça, c'est donc les armoiries qu'il y avait en 1936 et qui ont été conservées jusqu'en 1932. Et ça, c'est ce qu'on a actuellement là. Et alors, j'aime bien Salinas, évidemment, qui a écrit ce livre, donc je rappelle. J'aime bien Salinas parce qu'il voit toujours ce qui n'y est pas. C'est ça qui est intéressant des fois, c'est qu'est-ce qui n'est pas dans les armoiries. Et ce qui n'est pas dans les armoiries, c'est la communauté juive. Alors il se pose la question, lui, pourquoi il n'y a pas la représentation de la communauté juive dans les armoiries d'Oran, sachant qu'il y avait énormément de juifs d'Algérie. Alors moi j'ai ma petite théorie, évidemment, c'est qu'il n'y avait pas les juifs parce qu'ils avaient été naturalisés en 1870 et que la communauté était fondue, elle était devenue française. Donc ça c'est une possibilité. Et lui, il dit... Par ailleurs, le doute pouvait toutefois subsister sur le caractère unanimiste des armoiries, c'est-à-dire on essaie de rassembler toutes les communautés sur les armoiries. La communauté juive n'y était pas représentée. Absence fortuite ou oubli volontaire. Il faut se rappeler qu'on est sous la mairie de l'abbé Lambert, et que l'abbé Lambert, c'est un antisémite de première, donc forcément, ça lui plaît pas forcément de mettre les juifs sur les armoiries. Les juifs constituaient pourtant une forte minorité au sein de la population oranaise. Leur rapport sur le plan culturel et économique au développement de la ville fut indéniable, ça c'est sûr. Le fait de ne pas les inclure dans ce jeu de la mémoire historique pourrait être interprété comme un choix idéologique, et c'est pas impossible quand même, puisque l'abbé Lambert les aimait pas beaucoup, à moins qu'on eût tout simplement, et ça c'est sa théorie à lui, à moins qu'on eût tout simplement tenu compte que jamais ils n'avaient tenu, ces juifs, tenu ou exercé, contrairement aux trois autres communautés, de pouvoir politique ou administratif sur Oran. Formant l'une des composantes de la clientèle du député-maire Henri Fouque-du-Parc, ils agrèrent toutefois le dessin des armoiries que celui-ci fit voter en conseil municipal le 6 mai 1960, dans une forme légèrement retouchée par rapport à celle de 1936, je ne l'ai pas celle-là, mais qui ne modifiait guère son esprit. Un consensus général ratifia donc le passé tricéphale de la ville, c'est-à-dire les Espagnols, les Français et les musulmans. Et on avait laissé complètement de côté la partie, la composante juive. Donc voilà ce que je voulais dire sur les armoiries. Dernière petite chose, si je retrouve, alors c'est d'abord cette photographie-là. Je profite en fin de compte de l'article de Marie Fr Provençal sur son blog qui s'appelle À mesure que le temps passe, blogspot.fr. Donc je vous conseille d'aller faire un tour là-dessus parce qu'elle parle de beaucoup de choses, mais pas que Oran, loin de là, même très peu de choses sur Oran, mais en fait elle parle de ses origines familiales et je trouve que c'est passionnant parce qu'elle a fait des grosses recherches, elle est montée très très loin dans ses ancêtres, dans ses descendants. Et là, elle écrit un petit article sur Oran 1956 parce qu'elle a retrouvé, ou je ne sais pas trop comment ça s'est passé, une photographie de ses parents et qu'elle a posté l'autre jour sur Facebook. Et ça, c'est Oran. Ça, c'est Oran. Et alors, il y a eu une petite discussion qui s'en est suivie avec où est-ce que ça se situe. Et il y a pas mal de gens qui lui ont dit ça se situe manifestement au niveau du boulevard Galeni. Alors je ne me rappelle pas trop si elle donne plus de précision que ça, mais elle dit un Oranais de l'époque a reconnu les petits pavés carrés au sol et les palmiers et m'a indiqué l'endroit où selon lui la photo a été prise, non loin du boulevard Galeni et du Martinez, en face duquel se tenaient plusieurs bijouteries. Parce qu'en fait ça, c'est une photo de mariage. Et c'est marrant parce qu'on prenait souvent les photos des gens en train de marcher dans la rue. Mais j'en ai plein des photos de famille comme ça, où les gens marchent dans la rue. Ça veut dire qu'on les faisait marcher. Il y avait le photographe qui était là et qui les prenait en photographie. Donc ça, c'est le jour de leur mariage et on les fait marcher dans la rue, probablement boulevard Gallieni. Alors Patricia me dit, c'est très intéressant Paul, j'ai regardé ce week-end des documentaires historiques sur l'Algérie française, ça fait lien tout ça, merci, merci à toi Patricia. Marie-Christine, ah bon, sur quelle chaîne les documentaires? Bon, elle continue à discuter, moi je continue mon petit truc, ici donc boulevard Gallieni. Et alors je lui ai dit, ça me rappelle la photographie de Yves Saint Laurent avec sa mère et sa sœur, sa mère et sa sœur,
qui sont où? Question. Voilà, là c'est sûr qu'ils ne sont pas boulevard Gallieni, là ils sont probablement, moi je pense, hein, mais je vous demande ici, tous ceux qui verront en replay, de mettre ce que ça peut être. Probablement, je pense, le parc municipal. Et alors, dans son article à la fin, elle parle un petit peu de moi, des choses et tout ça, puis d'elle, de ses parents et ainsi de suite. Elle écrit: la démarche de Paul est intéressante parce que c'est la première fois à ma connaissance qu'on s'intéresse aux traces que cette histoire, souvent douloureuse pour nos parents, a pu laisser chez nous les générations suivantes. Je ne suis pas sûr d'être le premier quand même à m'y intéresser, mais enfin peut-être. Enfin surtout à en parler en public, à vrai dire, surtout ça. Que faire de cet héritage? L'ignorer, le tenir à distance, le cultiver, le chérir? Point d'interrogation. Je n'ai que ma réponse. Bon, eh ben, ma réponse à moi, c'est qu'il ne faut sûrement pas l'ignorer, ça c'est pas possible. Ça me paraît juste impossible d'ignorer ça, en tout cas ça fait pas du bien. Hein. Charo me demande quand est-ce que tu vas nous faire un documentaire sur Sidi Bel Abbès. C'est une bonne question. Quand j'aurai un peu de temps devant moi, je ferai tranquillement Sidi Bel Abbès. Là, je suis un peu occupé, donc je prends des choses qui sont pas trop compliquées pour moi. Sidi Bel Abbès, ça va être compliqué pour moi parce que je connais pas Sidi Bel Abbès. J'y suis à peine passé en voiture comme ça. Donc je connais pas Sidi Bel Abbès, donc c'est compliqué d'en parler facilement. Donc ça va me devoir, il va falloir que je me plonge dans le truc pendant 1 heure ou 2, histoire d'arriver à trouver à quoi ça ressemble. Mais je connais mal, alors j'ai pas envie de raconter n'importe quoi non plus. Donc que faire de cet héritage? L'ignorer? Non. Le tenir à distance? Ben, le tenir à distance non plus, même si en fin de compte, bien souvent, les gens le tiennent à distance pour ne pas trop le regarder. Parce que, par contre, quand on commence à le regarder, bien souvent, ben, on est aspiré par ce truc-là. Et ça met un petit peu le bazar dans la tête. C'est pas forcément évident à gérer. Le cultiver, je pense que c'est ce que je fais. J'essaie de le cultiver. Le chérir, oui et non. C'est-à-dire s'il faut en devenir complètement dingue, je pense pas que ce soit une grande idée. Mais le cultiver et puis essayer de le comprendre, surtout, ça me paraît fondamental. Parce que moi, j'ai eu besoin de pouvoir remettre mes parents en contexte. Mes parents, mes grands-parents, etc. en contexte. Pour moi, c'était ça qui était fondamental. C'était réellement de remettre tout le monde à sa place pour arrêter de tout analyser par le biais soit des grands débats idéologiques, politiques, historiques et ainsi de suite, soit d'analyser par les petites histoires familiales. Et il me semblait que ça valait le coup d'étudier le contexte d'Oran pour remettre mes parents, mes grands-parents dedans et mieux comprendre pourquoi ils avaient réagi de telle manière ou telle manière. Donc le chérir, à mon avis, quand même, il faut faire attention justement à pas devenir trop amoureux de tout ça et en perdre sa lucidité. Je pense qu'il faut garder de la lucidité sur cette histoire. Je n'ai que ma réponse. Ben voilà, moi c'est ma réponse à moi, Marie. Peut-être que tu l'écouteras. Je t'enverrai un petit message pour te dire que j'ai parlé de toi dans cette dernière partie. On approche de la demi-heure. Je pensais que je ferais court ce soir. Ben j'ai encore fait une demi-heure. Donc voilà. Patricia et Marie-Christine continuent de discuter. C'est très bien. Je trouve que c'est chouette ce que vous discutiez entre vous pendant que moi je fais mes petites histoires. Ben en attendant, je vous salue. J'avais quelques petits spectateurs quand même aujourd'hui. C'est sympa. Je vais essayer, promis, de parler de Sidi Bel Abbès, puisque je vois qu'il y a des petites demandes, mais vous attendez pas à ça. C'est pareil, je dois faire la deuxième partie de Camus, mais j'ai pas le temps de me plonger dans la deuxième partie de Camus pour la faire sérieusement, parce que là, j'ai vraiment pas le droit de me planter, c'est clair. Donc, j'essaierai de faire ça. La semaine prochaine, c'est pas sûr, mais celle d'après, je devrais être vraiment tranquille, normalement, avec un peu de chance. Donc, j'essaierai de me plonger là-dedans. Charo me dit merci, ouais, Charo. Non, et je le ferai, Sidi Bel Abbès. D'autant plus que je me suis fixé comme objectif de sortir un peu d'Oran et de faire Rio Salado, par exemple, que Marie me demandait et que j'ai envie de faire parce qu'il y a mon grand-père qui était à Rio Salado. J'ai envie de faire Bousfer, j'ai envie de faire Bouéni, j'ai envie de faire des petites choses comme ça. Bon, ben Sidi Bel Abbès, pourquoi pas, même si je ne connais pas plus que ça. Sur ces belles paroles, je vous laisse, mes amis. Il est 28 minutes, bientôt 29. Merci de m'avoir suivi, merci d'avoir laissé de commentaires, merci d'avoir mis plein de questions. Et Patricia qui rajoute, eh ben oui, Paul, Sidi Bel Abbès. Ben oui, puisque toi, tu es allé, dans le témoignage que tu as laissé, c'est Sidi Bel Abbès, je pense. Arzeux, ben Arzeux, j'y suis passé, donc Arzeux, je me rappelle du restaurant La Fontaine des Gazelles. Voilà, je pourrais au moins parler de La Fontaine des Gazelles, parce qu'on y était passé assez vite, même si j'y avais pas mangé. Mais le reste, je ne connais pas spécialement non plus. Je vous dis ciao à tous, on se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne, Périgueux. Alors, il faudrait que je parle de Périgueux, d'autant plus que j'avais quelqu'un de la famille qui travaillait à Périgueux, mais je ne connais pas Périgueux. Et Dad me dit Saint-Cloud. Je vais arrêter parce que sinon vous allez me sortir tous les petits villages d'Oranie. Je vais essayer de faire Saint-Cloud, Dan, pour toi, etc. Toi, tu es mon auditeur fidèle, je vais peut-être commencer par Saint-Cloud, mais je vais avoir la pression puisque tu seras là. Tu essaieras de m'aider, j'espère. Je vous salue à tous.
On se retrouve demain, 19h heure française, 18h heure algérienne. Ciao.